Depuis toujours, hommes et femmes échangent ce qu'ils ont en suffisance contre ce dont ils ont besoin, des marchandises et des services. On appelle cela le commerce. Il est né bien avant l'invention de l'argent, on l'appelait alors le troc. Même les petits-enfants le pratiquent et depuis la nuit des temps, le commerce permet aux individus et aux communautés humaines de vivre plus confortablement. Cet aveugle d'une communauté quechua de la forêt équatorienne a ainsi appris à imiter parfaitement les cris des animaux de la jungle. Il accompagne les hommes à la chasse pour attirer le gibier et reçoit sa part en échange. Il vend un service, ce qui l'aide à subvenir à ses besoins. Dans les campagnes comme dans les villes les plus modernes, tous les groupes humains font de même. Chacun vend ce qu'il sait faire mieux ou à meilleur prix. Ce qu'il reçoit en contrepartie l'aide à mieux vivre. Et depuis la nuit des temps, le commerce est international. On a retrouvé des silex à des milliers de kilomètres de l'endroit où ils avaient été taillés, et la soie ou les épices franchissaient 2 continents. Il arrive, c'est naturel, que des désaccords surviennent sur les termes de l'échange. Pour les régler pacifiquement, chaque pays a ses lois. Seulement, lorsque l'échange est international, ce qui existe depuis qu'il y a des frontières, il faut une loi internationale. Et c'est pour cela que l'OMC existe et qu'elle a été créée, pour établir les règles du commerce international dans le but d'améliorer la prospérité de toute l'humanité et de résoudre les conflits entre les nations avant qu'ils ne dégénèrent en guerre. Le dépeçage de cet ordinateur illustre l'interdépendance liant aujourd'hui tous nos pays. Les matières plastiques, tirées du pétrole, viennent du Moyen-Orient ou d'Amérique latine. L'or des circuits électroniques vient d'Afrique ou de Colombie. L'Asie assemble les composants. Le design et les logiciels sont brevetés en Europe ou aux États-Unis. Des programmeurs indiens ont écrit ces codes informatiques. C'est la même chose avec des automobiles ou des machines à laver. Les importations des uns sont les exportations des autres et vice-versa. L'échange doit être équilibré et équitable, ne serait-ce que pour conserver un partenaire capable de payer vos produits. En fermant ses frontières aux importations, un pays incite ses partenaires à en faire autant, ce qui réduit ses propres exportations, jetant au chômage les travailleurs qu'il voulait protéger. C'est ce qui s'est passé en 1929. Affolés par la crise, les gouvernements d'alors ont fermé leurs frontières pour tenter de protéger leurs travailleurs et leurs marchés, déclenchant un cercle vicieux. Aucun pays ne peut produire seul tout ce qui lui manque et chacun a besoin de débouchés à l'extérieur pour y vendre ce qu'il produit. C'est ainsi que la crise de 1929, au départ essentiellement financière, est devenue la Grande Dépression. Pire, le chômage de masse et les rivalités nationales, exacerbées par le protectionnisme, débouchèrent logiquement sur la Seconde Guerre mondiale. Pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, le GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, entra en vigueur en 1948. Il tissait une trame régulant le commerce entre les 23 nations qui le signèrent. Du Grand Canada au modeste Cuba, elles s'accordèrent sur les principes de base pour rouvrir progressivement leurs économies selon des principes simples. Non-discrimination entre les partenaires commerciaux, transparence, une voie pour chaque pays à l'élaboration des règles. Un demi-siècle plus tard, le cycle de l'Uruguay accouchait d'une nouvelle organisation internationale, l'OMC. À Marrakech, 120 pays signataires décidaient d'étendre ces règles de base au-delà du simple échange de marchandises. L'OMC gère dorénavant aussi les échanges de services et de la propriété intellectuelle. Le commerce de produits agricoles et d'habits sont également soumis à ces règles. L'OMC propose sa médiation pour résoudre les différends et régule le commerce dans un but de développement durable. Aujourd'hui, 15 000 milliards de dollars de marchandises traversent les frontières chaque année, presque 2 milliards de dollars par heure. Ces milliers de milliards de dollars de biens et de services circulent aisément parce que les partenaires commerciaux parlent le même langage et traitent les produits et services venant de l'étranger selon des règles communes, élaborées par l'Organisation mondiale du commerce.
Tout cela est assez complexe, ce qui explique pourquoi l'OMC suscite parfois l'incompréhension au point de déchaîner les passions. En 1999, à Seattle, les membres ne parvinrent pas à s'entendre sur l'évolution du commerce pour le XXIe siècle. Au dehors, des manifestants accusaient l'OMC de menacer l'environnement et l'emploi et de nuire aux pays en développement. Or, c'est tout le contraire. Les exportations agricoles procurent emplois et revenus pour réduire la misère des pays les plus pauvres. Intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales permet aux pays en développement de lutter contre la pauvreté. La Chine a pu ainsi élever le niveau de vie de centaines de millions de personnes. Le cycle de Doha, entamé au Qatar en 2001, a justement pour but de faciliter l'accès au marché des pays développés et de réduire les subventions agricoles qui faussent le jeu de la concurrence entre les différents pays. Il est considéré par les pays en développement et par certaines ONG comme Oxfam comme un outil essentiel à l'amélioration de l'économie. Équilibrer les échanges et donner à tous des chances égales, cela reste la tâche de fond de l'OMC. Chaque année, des dizaines de cadres des pays en développement sont formés dans des séminaires spéciaux à l'OMC pour aider leur pays à mieux profiter des avantages offerts par le commerce mondial. L'idée, c'est que les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les paysans du monde entier doivent pouvoir travailler sur un pied d'égalité. Cependant, les situations sont tellement différentes au départ que cela implique la mise en place de mesures d'accompagnement, aussi bien dans les pays riches que dans les pays en développement, pour amortir la brutalité de certains changements. Des bouleversements qui ne datent pas d'hier et qui existaient bien avant le monde moderne. Lorsque les navires portugais arrivèrent en Asie pour ouvrir la route maritime de la soie et des épices, ils ruinèrent des dizaines de cités prestigieuses qui prospéraient sur la route terrestre de Samarcande à Venise. L'une des tâches de l'OMC est de prévoir des mesures d'accompagnement. L'organisation a aujourd'hui compris qu'elle se devait de mieux expliquer les bénéfices du commerce et ses retombées positives sur les pays en développement, tout en travaillant plus étroitement avec la société civile. 2000 participants au forum public de l'OMC discutent chaque année du rôle du commerce dans la vie des gens. Détracteurs et partisans du commerce y trouvent l'opportunité d'échanger leurs points de vue. Pourtant, aujourd'hui encore, les préjugés demeurent. Combien ignorent par exemple que les règles de l'OMC permettent au gouvernement de protéger l'environnement et la santé publique? Par ailleurs, l'OMC n'est rien en dehors de ses membres qui sont les gouvernements du monde. Contrairement à l'ONU où seuls 5 pays disposent du droit de veto, à l'OMC, chaque membre, petit ou grand, a les mêmes droits et doit donner son accord pour toutes les décisions importantes. Le Conseil général, qui réunit tous les membres, tient les rênes de toutes les activités. Les membres négocient, règlent leurs conflits, examinent et contrôlent en permanence les mesures prises par les uns et les autres dans leurs pays respectifs. Les membres dirigent l'organisation. Le commerce rapproche les gens, il facilite l'utilisation optimale des ressources et réduit les tensions entre les individus. Les pays veulent exporter ce qu'ils font de mieux tout en offrant le monde à leurs consommateurs. Mais le monde a aussi besoin d'un lieu de promotion du développement durable et coordonné pour que la croissance n'épuise pas la planète. L'OMC a été créée pour atteindre ces objectifs complexes au travers d'un ensemble de règles édictées par tous pour tous. Une base solide pour notre monde global, en constante évolution et dont l'épicentre est à Genève.